Cette session est consacrée, son intitulé « Nouveaux outils de la veille sanitaire ». Et donc on va avoir des présentations qui vont permettre d'aborder les moyens qui peuvent être mis en œuvre maintenant que les systèmes technologiques, informatiques permettent d'avoir des bases de données assez volumineuses et assez importantes, enregistrées de façon systématique, mais pas forcément dans le but qui est un but sanitaire spécifique au départ. Et donc on va avoir à la fois des aspects méthodologiques par lesquels on va commencer, et puis un certain nombre d'exemples qui vont être présentés sur les évolutions actuelles, les possibilités que ces bases de données offrent, etc. Donc je vais d'abord passer la parole à Yann Lestrade, qui est biostatisticien à l'IVS, et qui va justement commencer par nous parler de ces questions méthodologiques pour l'analyse de ces outils de détection. Merci Jean. Donc plus particulièrement, je vais pas présenter l'analyse des données de surveillance, mais je vais cibler sur la détection automatisée d'événements inhabituels. Et au lieu de présenter un peu ce qu'on fait en France, j'ai essayé de présenter aussi ce qui se faisait dans les autres pays européens, sans être sans doute exhaustif. Donc le contexte, c'est qu'on a un système de surveillance qui collecte de manière continue des données. Donc je parlerai de cas pour utiliser un terme général. Ça peut être des vrais cas, des infections, des malades. Ça peut être aussi des décès, des passages aux urgences, etc. Et ce système de surveillance a une certaine ancienneté. On parle d'historique. Parce que les choses que je vais vous montrer ne peuvent pas être appliquées sur des systèmes de surveillance naissants. Il faut qu'on ait un certain historique. Je vous dirai pourquoi. Et puis, il faut que ce système ait une certaine stabilité dans le temps, parce qu'on va s'intéresser à un numérateur, juste à un nombre de cas, et on va faire l'hypothèse que ce qui est en dessous est constant. Et donc, il faut que le système soit assez stable dans le temps. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter des méthodes pour détecter précocement des événements inhabituels en utilisant des méthodes statistiques. Alors cette détection, elle peut être temporelle, elle peut être spatiale, ou elle peut être à la fois temporelle et spatiale. Alors quand je dis détecter des événements inhabituels, il faut définir ce que c'est. On dit qu'un événement est inhabituel lorsque le nombre observé de cas est significativement supérieur au nombre attendu de cas. Alors soit dans un intervalle de temps, le temps ça peut être l'unité de temps, ça peut être le jour, ou ça peut être la semaine, c'est rarement en plus, soit dans une zone géographique, soit un pays tout entier, soit une région, soit un département, soit à la fois dans un intervalle de temps et dans une zone géographique. Et vous voyez, à partir de la définition de ce qu'est un événement inhabituel, c'est qu'on va devoir traiter deux points. Premièrement, estimer le nombre attendu de cas, et ça, on va estimer ce nombre avec un modèle statistique. Et puis, il va falloir ensuite comparer le nombre attendu au nombre observé, et on va utiliser un test. Alors, je ne vais pas du tout présenter aujourd'hui les méthodes. Je vais juste vous présenter quelque chose de simpliste. Ici, vous avez une série temporelle avec... on représente un nombre de cas par semaine. Et puis, à la semaine, on s'arrête à la semaine 13, et puis à la semaine 14, on va estimer ce qu'on attend. Donc, c'est le carré rouge au milieu, entouré d'un intervalle de prédiction, et ce qu'on appelle le seuil d'alarme statistique. Le seuil, c'est la bande supérieure de cet intervalle de prédiction. Et si on observe un nombre supérieur, qui est matérialisé par le petit rond vert, si on observe quelque chose de supérieur à ce seuil, on va générer une alarme statistique. Alors bien sûr, la réalité est plus complexe parce qu'on a des tendances, on a une ou plusieurs saisonnalités, on a des épidémies du passé qui vont influer sur ces seuils, on a des fréquences hétérogènes. Et on peut voir, alors ça c'est une figure qui est dans un article sur la surveillance au Royaume-Uni, où vous voyez une très grande diversité des données. Et il faut utiliser des méthodes qui puissent détecter des événements inhabituels dans des séries qui sont très très différentes en termes de tendance, saisonnalité, fréquence. Alors j'ai fait un peu une revue de la littérature en regardant qu'est-ce qui se faisait dans les autres pays européens. Et j'ai essayé de synthétiser ça dans un tableau. Alors c'est très très simple, mais ce sont les principaux points. Donc je me suis pas mal basé sur un article qui a été publié dans Eurosurveillance en 2010,
où il liste justement les systèmes mis en place dans les pays européens. Donc il y a l'Allemagne avec le RKI, où le système de surveillance est basé sur des déclarants, il surveille des maladies obligatoires, et le système de détection a été mis en place en 2001. Il y a le Danemark avec des laboratoires et il surveille des infections digestives bactériennes. C'était mis en place aussi en 2001. En France, on a réalisé des détections aussi automatisées, notamment pour les salmonelles humaines, avec le CNR des salmonella. Et donc, on a une méthode de détection automatisée qui fonctionne chaque semaine depuis 2006. Et on a fait aussi la même chose pour les salmonelles non humaines en collaboration avec l'AFSA à l'époque et l'ANSES maintenant, en 2008. Et puis, depuis 2010, on a aussi un système de détection automatisé pour la légionellose. Aux Pays-Bas, au RIVM, il y a aussi ce genre de méthode qui a été mise en place très tôt, en 1998, sur des maladies à déclaration obligatoire et sur les salmonelles. Au Royaume-Uni, il y a une détection à partir de tous les organismes isolés dans les laboratoires, avec des méthodes qui ont été mises en place très tôt, en 90. Et puis en Suède, il y a aussi un système qui travaille sur les maladies à déclaration obligatoire. Ils ont mis un système en 2009 en place. Alors, quand on regarde un peu tous ces systèmes de détection, en fait, on observe des différences quasiment à tous les niveaux entre les pays européens. D'abord, des différences sur l'accès aux données, sur l'intégration du système de détection dans le système de surveillance. Il y a des pays où le système de détection est vraiment fait partie du système de surveillance. Et puis, dans certains pays, ce système de détection est à part. Les systèmes utilisent un nombre variable de méthodes. Ça peut aller de 1 méthode à 5. Il y a des détections temporelles, spatio-temporelles. Les fréquences d'analyse ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Suède, c'est des analyses hebdomadaires, quotidiennes, alors que dans d'autres pays, on peut avoir des analyses hebdomadaires. Par contre, le point commun, c'est que c'est sur l'échelle géographique, parce que quasiment tous les systèmes proposent des détections régionales et nationales. Il y a un nombre variable d'utilisateurs, ça peut être de 1 à plus de 10. Et puis, il y a des différences aussi dans la communication des alarmes statistiques. Par exemple, en Suède, dès qu'il y a une alarme qui est générée par le système, il y a un email qui est envoyé automatiquement. Dans d'autres cas, plutôt on envoie manuellement les emails. Il y a des communications sur l'intranet des agences. Et dans les sorties, il y a aussi pas mal de différences. Des fois, c'est des tableaux, des fois, c'est des graphes. Les logiciels ne sont pas les mêmes et les évaluations des méthodes ne sont pas les mêmes. Donc, je vais vous montrer quelques exemples un petit peu de tout ça, d'évaluation, etc. Donc ça, c'est presque, je trouve, ce qui est le plus impressionnant, c'est l'exemple suédois, où vous avez ici un exemple d'intégration et de requête. Donc le système de détection s'appelle CASE. Et vous voyez qu'on peut choisir un certain nombre de maladies. Donc il y a 60 maladies à déclaration obligatoire qui sont déclarées automatiquement, qui sont centralisées sur une base. Et à partir de ces bases, on peut faire des requêtes pour faire de la détection. Et on peut choisir donc la maladie, une ou plusieurs maladies. Et donc c'est à gauche. Et puis à droite, vous voyez, on peut choisir la méthode qu'on utilise. Donc il y a différentes méthodes qui sont proposées. Et quand on a choisi une méthode, par exemple la dernière, c'est l'algorithme de Farrington, on peut disposer ces méthodes sont paramétrisables, c'est-à-dire qu'on peut changer les paramètres de ces méthodes. Donc c'est très très flexible. Concernant l'évaluation, c'est un point crucial, je pense, de ces méthodes. L'évaluation est très 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 délicate. Alors, il y a différentes façons d'évaluer. Ça, c'est un exemple qui a été fait au RKI, alors c'est un travail assez fastidieux, où on va reprendre toutes les épidémies qu'on a enregistrées, donc que l'épidémiologiste a enregistrées, et on va comparer ces épidémies aux signaux émis aux alarmes générées par les méthodes, et on va regarder la concordance, et donc on va essayer d'estimer la sensibilité, spécificité de ces méthodes. Donc ça, c'est quand même un travail assez compliqué, et c'est ce qu'on a fait par exemple pour la légionellose, mais ça prend vraiment du temps. On peut aussi faire une évaluation sur des données simulées. Donc il y a un article récent qui a été publié en 2012,
où c'est un travail où on génère, c'est une grosse étude de simulation, on génère des données simulées, donc on génère des épidémies, et ces données simulées sont très proches des données qu'on observe dans le système de surveillance, et on va essayer de mesurer la proportion, la probabilité de détecter les épidémies selon l'amplitude de l'épidémie. Ici en abscisse, c'est l'amplitude de l'épidémie, et puis aussi on va regarder le taux de faux positifs. Alors, il y a des différences aussi dans les résultats. Alors là, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les résultats de ces méthodes, et je vais présenter plutôt les résultats français parce que je les connais. Ici, c'est un exemple de sortie qui concerne les salmonelles humaines. Donc, c'est le CNR des salmonella qui transmet à l'IVS chaque semaine un fichier PDF avec un tas de résultats. Donc ça, c'est une partie des résultats. Et vous voyez ici que c'est la distribution des sérotypes pour les salmonelles qui sont présents dans la semaine considérée. Et vous avez donc en ligne, c'est tous les sérotypes. Et puis vous avez la deuxième colonne, c'est le nombre observé de souches. Et puis ensuite, vous avez 3 méthodes. La méthode du RKI, CDC, CDSC. Et vous avez des petits A quand il y a des alarmes. Et donc pour chaque sérotype, chaque semaine, on sait si des alarmes ont été émises ou pas, et dans ce cas-là, l'épidémiologiste va considère ça comme un signal statistique, comme d'autres signaux épidémiologiques, et donc va regarder si il faut investiguer, si c'est normal ou pas. Alors on fait des analyses nationales, régionales, départementales, et on cible aussi plus particulièrement les enfants de moins de 1 an. Donc ça, le deuxième tableau, là, c'est la distribution des sérotypes chez les enfants de moins de 1 an. Alors ça, c'est un exemple de résultat pour les salmonelles non humaines qu'on avait fait avec l'AFSA, où on peut aussi générer des graphes. Et vous voyez, donc ça, c'est des séries de nombre de cas par semaine. En dessous, vous avez des petits triangles rouges qui correspondent à des alarmes statistiques. Et en fait, vous avez des petits triangles rouges quand le nombre de cas observés dépasse le seuil qui est représenté par les petits pointillés bleus. Ça, c'est un autre exemple de résultat pour la légionellose. Ça, c'est par exemple dans la semaine 7 à 10 en 2013. Donc là, le dernier cas, 10 mars 2013, c'est des résultats récents. Et donc, on génère des alarmes régionales, donc ici, par exemple, pour cette semaine-là, il y a des alarmes pour 3 régions. On regarde à quoi ils correspondent, la date de début des signes, la date de déclaration. Et puis aussi, on fait des alarmes départementales, etc. Alors, finalement, à partir de tous les articles qui décrivent ces systèmes, il y a quelques leçons à tirer après plusieurs années de fonctionnement, puisque ces méthodes fonctionnent depuis plusieurs années. D'abord, je pense que les alarmes statistiques peuvent être vues comme des signaux et que c'est un outil d'aide à la décision. Et généralement, les épidémiologistes qui disposent de tels systèmes sont assez satisfaits et n'aimeraient pas qu'on leur retire. Donc c'est un signal qui est important pour eux, je pense. En Suède, ils ont fait une enquête auprès des 12 épidémiologistes qui utilisent ce système de détection. Et le résultat de cette enquête, c'est que c'est un outil valable qui est apprécié pour la surveillance quotidienne, mais que les épidémiologistes souhaitent qu'il y ait une amélioration dans la qualité des signaux. Ils souhaitent aussi disposer de plus de méthodes, ce que l'équipe qui est en charge de cette détection ne prévoit pas. Il y a aussi, dans un article... Il y a aussi au RKI une conclusion qui est de dire que ces méthodes ne sont pas utiles pour détecter des épidémies à un niveau local, car elles sont détectées plus tôt et investiguées au niveau local. Et donc, par contre, ces méthodes sont utiles pour détecter des épidémies qui concernent plusieurs régions, parce que chaque région ne va voir qu'un bout et ne va pas détecter l'épidémie. Alors, dans l'article de resurveillance, là, de 2010, il y a une boîte qui émet quelques recommandations. J'en ai pris que quelques-unes, mais donc les recommandations, c'est que le système de détection est intégré à la base de données des cas. Les méthodes sont facilement paramétrisables en termes de fréquence d'analyse, si on a envie d'analyser un sous-ensemble, si on veut choisir une maladie ou plusieurs, etc. Le retour d'information, il faut qu'il y ait un retour d'information vers les participants au niveau local, les laboratoires par exemple, mais il faut aussi qu'il y ait un retour d'information de la part de celui qui reçoit les alarmes.
et que ce retour d'information doit être incorporé au système. Il faut que l'épidémiologiste dise ce qu'il pense de ce système pour l'améliorer. Il faut que les résultats soient utiles, clairs, il faut qu'il y ait des graphiques pour faciliter l'interprétation. Et au niveau de l'évaluation, il faut qu'il y ait une stratégie bien définie et qu'il y ait une planification d'évaluation régulière. Enfin, bien sûr, il faut qu'il y ait une maintenance informatique des programmes. Donc en perspective, ce qu'on va faire, nous, en maladies infectieuses, c'est que là, dans 3 semaines, on va commencer une évaluation de plusieurs méthodes par étude de simulation qui devrait nous permettre ensuite d'évaluer les systèmes existants pour les salmonelles et pour la légionellose. Et puis, en fait, ce que j'ai vu aussi, c'est que plus généralement, ces méthodes sont utilisées en pharmacovigilance, par exemple pour détecter des effets indésirables. Et puis, il y a certaines personnes responsables de registre qui disent qu'elles aimeraient disposer de ces méthodes pour pouvoir détecter des phénomènes inhabituels. On peut aussi se poser la question sur l'utilisation de ces méthodes pour la surveillance non spécifique, la surveillance du nombre de décès, etc. Donc voilà, j'ai fini. Voici les personnes avec qui on a travaillé en France pour mettre en place ces systèmes de détection. Je vous remercie. Merci Yann pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle pour commencer ? Bonjour, Joël Lemoyle, INVS. J'ai toujours trouvé que c'était très intéressant cette voie-là. Ce que je voudrais savoir, c'est dans les autres pays que tu as cités, quelles sont les maladies non infectieuses qui bénéficient de ce système de surveillance? Parce que, bon, c'est ça pourrait nous intéresser beaucoup. Moi, j'ai plutôt vu de l'infectieux. Alors peut-être que dans les maladies à déclaration obligatoire, par exemple en Suède, ils disent qu'il y a 60 maladies à déclaration obligatoire, donc je ne sais pas s'il y a des maladies non infectieuses dans les maladies à déclaration obligatoire. Mais c'est vrai que ça concerne beaucoup l'infectieux. Peut-être, je ne sais pas, en Allemagne par exemple, je ne sais pas, il n'y en a pas, c'est que de l'infectieux. Donc moi, ce que j'ai vu dans les articles, c'est quand même beaucoup d'infectieux. Tu n'as pas donné de critères, de type de maladies pour lesquelles c'est plus intéressant aussi. Donc ça n'existe pas dans la littérature. Non. Alors, moi, je pense que par exemple, quand une maladie est très rare, ces méthodes-là ne servent pas tellement, ne sont pas très utiles parce que finalement, c'est un peu comme pour les salmonelles avec des sérotypes très 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 rares. Dès qu'il y a un cas, tout de suite c'est voilà, on le voit. Bon, il y a pas. Par contre, je trouve que dans les sérotypes, par exemple pour les salmonelles, dans les sérotypes très fréquents, c'est beaucoup plus dur visuellement, par exemple, de voir s'il y a quelque chose d'inhabituel, parce que c'est un peu noyé dans beaucoup de cas. Et donc j'ai l'impression que c'est utile finalement quand il y a beaucoup de cas. Plus il y a de cas, plus c'est utile, je trouve. Mais ça paraît assez naturel, en fait, je pense. Je voulais savoir comment vous nous avez montré un exemple sur les salmonelles, comment vous gérez la discordance entre les alarmes que vous avez selon la méthode qui est utilisée. Parce qu'il y a un moment, il y avait le CDC, 3 alarmes, et oui, qui n'étaient pas vues par les autres. Moi, je vois une méthode comme un projecteur, et finalement, comme un faisceau de lumière. Et finalement, quand il y a 3 méthodes qui génèrent une alarme, c'est vraiment... Ça met plus en garde l'épidémiologiste que quand il y en a 2 ou quand il y en a une. Alors là, par exemple, ici, par exemple pour ce sérotype-là, vous voyez qu'il y a une seule méthode qui génère une alarme et pas les 2 autres. Et là, l'épidémiologiste, je ne veux pas parler en son nom, mais il ne va rien faire du tout parce que cette méthode, elle est connue pour sonner beaucoup et pour être très très sensible, mais aussi avoir pas mal de faux positifs. Donc en fait, on va aussi, je pense, avoir plus confiance dans certaines méthodes que dans d'autres. Mais si toutes les méthodes ou la majorité des méthodes génèrent une alarme, l'épidémiologiste va vraiment faire plus attention et essayer de comprendre pourquoi. C'était ça, c'est-à-dire c'est une seule méthode donne une alarme, qu'est-ce que vous faites, quoi? Eh bien, ça dépend de la méthode. Et voilà, ça dépend de la méthode. Je pense que c'est un peu comme un gradient, quoi. C'est un peu comme un gradient, c'est-à-dire que c'est un peu vert, orange, rouge, quoi. S'il y a 3 alarmes, c'est rouge. S'il y a une alarme, on est plutôt dans le vert.
Oui, j'ai une remarque et une question. Jean-Claude Dezenclos, Institut de veille sanitaire. C'est vrai que un certain nombre d'années, on a essayé de commencer avec d'autres outils qu'il fallait adapter, paramétriser, qui étaient d'approche Bogjenkins ou d'autres, qui nécessitaient de prendre en compte les caractéristiques de la série et de pouvoir envisager de mettre des systèmes de détection avec des distributions, en tout cas des tendances telles que tu l'as montré dans un graphique. C'est vrai que c'était pas possible. Maintenant, donc, c'est quand même un élément. On a des outils beaucoup plus robustes qui ont des conditions d'application qui permettent justement une plus grande, en tout cas une application beaucoup plus large sans s'adapter au cas par cas à chaque série. Donc ça, c'est peut-être un élément quand même assez important. Alors, dans les critères que tu as utilisés, il a dit qu'il faut avoir de l'historique, mais il faut l'intégrer à la base de données. Et on a des bases de données de plus en plus riches, de plus en plus impossibles à lire, impossibles à regarder avec une production quotidienne, etc. Et en particulier, on a beaucoup parlé ce matin de la surveillance non spécifique. Donc, j'ai l'impression tout de même, et ça peut être fait au niveau national, régional, local et même ville, il suffit d'y avoir des capteurs. Donc, où en est-on? Qu'est-ce qui est prévu pour ce système au secours? Et est-ce que, enfin voilà, donc il me semble que prospectivement, alors je connais la question, mais je la pose parce que c'est quand même une question qui est collective et qui dépasse et qui concerne tous les échelons de la veille en France, nationale, régionale et locale. Donc quelles sont les perspectives justement de suivre ces principes dans l'intégration de ce système générique qu'il est impossible de regarder comme on regardait avant une base de données beaucoup plus simple? Moi, vraiment l'exemple suédois est vraiment, ça c'est vraiment une interface entre la base qui contient toutes les maladies à déclaration obligatoire. Enfin, là, c'est vraiment un exemple, à mon avis, qu'il faudrait suivre. Pour ce qui concerne le système de surveillance non spécifique, je ne suis pas du tout bien placé pour répondre à cette question, mais je pense que ça fera une transition avec la présentation suivante. Voilà. Et si vous permettez une question de ma part, c'est qu'on est dans ces systèmes, on sait ce qu'on cherche. Et on a des bases de données qui sont parfois effectivement excessivement volumineuses, avec plusieurs centaines de milliers. Et on a aussi éventuellement des méthodes dans lesquelles on va chercher justement dans ces bases voilà, autre chose, des événements anormaux. On est-on dans ces réflexions? Est-ce que c'est encore complètement expérimental? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont envisagés? Tu veux dire des fouilles de données, des méthodes de fouilles de données, des choses comme ça? Justement, par exemple, dans les articles que j'ai lus sur la pharmacovigilance, ils sont plutôt... donc c'est le même objectif, c'est de détecter des événements inhabituels, mais ils utilisent d'autres méthodes, et notamment ce qu'on appelle la fouille de données. Donc, mais il y a pas mal de progrès au niveau stat sur ces méthodes. Mais c'est vrai que ce que j'ai présenté, on sait ce qu'on cherche. Mais en pharmacovigilance, par exemple, ils travaillent plutôt sur d'autres méthodes qui sont des méthodes... Là, ils proposent des méthodes bayésiennes, etc., mais plutôt de fouille de données. Merci. Juste, excusez-moi, juste pour réagir sur ce qui a été dit par rapport aux travaux qui sont organisés autour de la surveillance non spécifique. Donc, Jérôme Poix, ici en Midi-Pyrénées. Je ne parle pas au nom du DECAR qui doit être présenté. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole à ce sujet-là. Mais au niveau de la surveillance non spécifique telle qu'on la pratique actuellement, on a un outil formidable au niveau de l'IVS qui s'appelle l'outil Sursaut, qui, depuis quelques années, déjà intègre la plupart des données SOS et au secours que l'IVS reçoit en routine. Va bientôt intégrer également les données de mortalité, les données de Météo France. Le but étant finalement de pouvoir avoir un outil informatique qui permette d'implémenter non seulement la gestion d'une base de données, mais également la gestion de plusieurs outils analyse statistique pour la détection d'alarmes statistiques. Donc c'est des choses qui sont mises en place, sur lesquelles l'IVS travaille énormément actuellement. Et je pense que d'ici quelques mois, on devrait avoir des outils de la performance équivalente de ce qui a été présenté sur d'autres systèmes nationaux. Merci pour cette réflexion. Merci Yann pour ton intervention et votre réflexion qui a introduit l'intervention suivante. On applaudit d'abord Yann.